Avant de commencer, la discrétion du spectateur est fortement conseillée. Ce qui suit est à des fins éducatives et de divertissement uniquement. Il s'agit du témoignage exact donné devant le tribunal fédéral dans le cadre du procès de Sean Diddy Combs. Selon le média Inner City Press, la salle d'audience est tombée dans un silence complet lorsque 50 Cent, connu pour sa langue acérée et son attitude directe, a pris la parole à la barre, un témoignage inattendu dans le procès Diddy. Pendant des années, il avait ridiculisé Diddy en ligne, lançant des blagues cryptiques et des accusations audacieuses. Mais personne ne s'attendait à ce qu'il vienne en cours pour tout dire, sous serment. Alors que les procureurs fédéraux creusent plus profondément dans une série d'accusations de trafic et de comportements inappropriés, 50 a levé le voile sur un style de vie caché dont personne n'était censé parler. Il n'a pas seulement accusé Diddy de comportements louches, il est venu avec des preuves, une liste, des noms, des événements, ce que l'industrie considérait comme un secret de polichinelle, enfin mis officiellement sur le dossier. Le juge a demandé au public de rester calme, mais la tension a changé de ton, car ce que 50 a révélé ensuite et surtout qui il a impliqué a tout bouleversé. La rivalité entre 50 Cent et Diddy ne commence pas dans une salle d'audience. Elle commence avec des murmures, des interviews et des publications virales sur Instagram. Depuis des années, 50 est le seul rappeur à oser dénoncer publiquement le comportement de Diddy. Souvent sur le ton de l'humour, mais avec des implications profondes. En 2014, 50 Cent a posté un mème suggérant que Diddy et Rick Ross entretenaient une relation plus proche que prévu. Les médias ont fait leur gros titre, mais beaucoup ont mis ça sur le compte du trolling. Les pics ont continué. En 2018, dans The Breakfast Club, 50 a raconté une situation étrange avec Diddy qui, selon lui avait donné de mauvaises vibrations. Diddy l'aurait invité à faire du shopping ensemble, en disant « je paie tout ». 50 a réagi « j'étais là genre, c'est bizarre, quel homme adulte invite un autre mec à faire du shopping en disant qu'il va tout payer ?» Tout le monde a ri, mais l'implication était claire, 50 essayait de dire quelque chose sur la vie privée de Diddy. En 2022, quand les plaintes contre Diddy commencent à affluer, le ton de 50 change. Il publie une capture d'écran de la plainte de Cassie sur Instagram en écrivant « je vous l'avais dit ». Ces types jouent à des jeux dégueulasses depuis des années. Là, les fans commencent à le prendre au sérieux. Pas comme un troll, mais comme quelqu'un qui essayait d'avertir le public. Désormais sous serment, 50 ne plaisante plus. Il a été appelé par l'accusation comme témoin surprise pour témoigner de ce qu'il savait à travers des événements, des rencontres privées et ses propres expériences étranges avec Diddy. Et selon certaines sources, il est venu avec une liste. Pas seulement d'incidents, mais de noms, artistes, collaborateurs, victimes. Et il a commencé par celui que beaucoup soupçonnaient déjà, Usher. Il raconte qu'Usher a vécu chez Diddy alors qu'il n'avait que 14 ans. Et ce qu'il se passait à cette époque a toujours soulevé des questions. Je ne dis pas qu'Usher m'a dit quelque chose, précise 50. Mais tout le monde connaissait le Flavor Camp. C'est comme ça que Puff appelait ça. Usher avait 14 ans. Puff était un homme adulte. On se demandait tous ce qu'un ado faisait à vivre chez lui. Il fait référence à une interview d'Usher avec Howard Stern où celui-ci, adulte, évite maladroitement les questions sur cette période. Ce garçon avait l'air d'avoir quelque chose à dire. Mais Puff a du pouvoir. Il fait taire les gens. Ensuite, 50 parle d'un événement auquel il a assisté où il a vu Diddy et Usher interagir des années plus tard. Il y avait toujours cette tension bizarre, comme si Usher gardait ses distances. Pas parce qu'il était occupé, mais parce qu'il se souvenait. Quand les procureurs lui demandent s'il a des preuves, 50 répond « Dans cette industrie, il n'y a pas de traces écrites. C'est ce que les gens chuchotent en coulisses, ce qu'on voit hors caméra. Et quand je dis que les gens savent, c'est que tout le monde sait. Mais ils ont peur de parler. » Puis il fait l'impensable. Il sort une feuille pliée de sa poche intérieure. Ce n'est pas une hit list. C'est une trousse list. Voici ce que je sais, ce que j'ai entendu, ce que je crois. Ce n'est pas juste que Puff soit bizarre. C'est ce qu'il fait avec son pouvoir. Il attire les jeunes talents. Le premier nom, Usher Raymond. Il était jeune, vulnérable, et Diddy l'a manipulé. Tout le monde le savait. Le deuxième nom, Fab-Olu. 50 parle de l'épisode de Drink Champ où Diddy demande, souriant, pourquoi ils ne font jamais la fête ensemble. Fab rit nerveusement et détourne les yeux. 50 décrit ce qu'il a vu en coulisses, ce n'était pas une blague. C'était de la peur. De la vraie peur. Il se souvient d'un autre événement où Diddy aurait poussé Fab-Olu à venir dans sa chambre à l'étage. Fab aurait fui par la porte arrière.
Puis vient Justin Bieber. Ça va faire mal à certains, dit 50, mais puf laver autour de lui dès son arrivée dans l'industrie. Il évoque une vidéo où Diddy dit « Il n'est pas sous ma garde légale, mais pendant 48 h, il est avec moi ». 50 affirme que les initiés savaient ce que cela voulait dire. Ce n'était pas du mentorat quand il est 2 h du matin à Miami avec un gamin de 15 ans. Il dit que Justin a coupé tout contact avec Diddy par la suite. Et dans une interview, quand on lui demande s'il enverrait son propre fils au Flavor Camp, il répond en riant nerveusement « Hell no ». Et ce n'était que le début. 50 parle ensuite de Jean Deal, ancien garde du corps de Diddy, et de son témoignage sur des événements étranges, comme un voyage dans une boutique pour adultes ou une nuit bizarre avec J.A. Rule. Jean dit avoir entendu J.A. Rule dire « Tu ne veux pas entrer ici. C'est un peu bizarre ce soir ». D'autres noms arrivent, Y.K. Oziri, Bow Wow, Trey Songz, Kevin Hart. Chaque histoire suit un schéma, jeune, vulnérable, attiré par les cadeaux, les voyages, les promesses. Puis, soudainement, tout change. Il se ferme, s'effondre, ou fuit. 50 explique que beaucoup signent des NDA, accords de non-divulgation, sont menacés de perdre leur carrière s'ils parlent. Certains sur la liste sont victimes. D'autres, complices. Mais il ne les nommera pas encore. Quand on lui demande pourquoi il a témoigné, 50 répond simplement « Parce que j'en ai vu trop s'effondrer. Trop de breakdown. J'ai des enfants, et je ne laisserai pas cet homme détruire la prochaine génération. » Et quand 50 s'en nomme les noms, le silence s'impose. Pas d'applaudissements. Pas de cris. Juste un silence lourd. Parce que ce jour-là, ce n'est pas juste Diddy qui était ébranlé. C'est toute l'industrie. Dawn Richard from Danity Kane, she says at one point, Combs actually hit Ventura over the head with a skillet off the stove. So Cassie Ventura's testimony is officially over. She was on the stand this week for about 20 hours, and Combs' defense team, they tried to poke holes in her credibility. They showed numerous text messages over the last 10 years of their relationship, some of which were loving, some of which Cassie seems to be the one appearing to recommend that maybe they do a freak off. So it's very complicated, but I have to say at times Combs' defense team, they struggled to maintain momentum. One of the attorneys, she continually stopped. She would put up exhibits, then she would take them down. The prosecutors didn't help the situation because they kept objecting and interrupting, and at one point the judge appeared to be incredibly frustrated. But now that all of that is over, we've seen some others take the stand. Dawn Richard from Danity Kane, she testified to violence that she allegedly witnessed. We've also heard from a special agent who works at Homeland Security. We're also learning more about what was found inside Combs' hotel room on the night that he was arrested last September. They found $9,000 cash, more baby oil, Astroglide. They even found ketamine. So it's really interesting that he would have moved here voluntarily, and despite the indictment that was already out there, that he would have those things in his hotel room. We're only 1 week down into this 8-week trial, and there was a lot. Consentement, tous les actes sexuels auraient été volontaires, dans un cadre privé de « Swinger Lifestyle ». Authenticité des preuves, contester la vidéo de 2016 comme hors sujet et altérée. Attaque procédurale, magazine ratio, Manact, état mental, qualité de témoignage, mémoire à long terme. Décrédibiliser les plaignants, motivés par l'argent plutôt que la justice. Cassie Ventura, ex-compagne, a décrit les freak-offs comme des orgies sous substance, orchestrées par Diddy. Son témoignage en mai 2025 est central, et la défense prépare une attaque en règle sur sa crédibilité et ses motivations financières. 50-100, sarcasme et moquerie sur les détails rocambolesques, 1000 bouteilles de lubrifiant. Charlemagne Tagod, mise en garde sur l'effet domino pour les participants aux soirées. Serena Williams, appelle à une justice impartiale. Aubrey O'Day, soulagement et sentiment de victoire pour toutes les victimes. Boozy Badass, minimisation controversée. Silence de J.J., J.Lo, Usher, Naomi Campbell, Justin Bieber, stratégie de préservation de leur image, peur des représailles ou loyauté complexe. Documentaire TMZ, The Downfall of Diddy, rassemble témoignages d'Aubrey O'Day, Suge Knight, Mark Curry, révélant de nouvelles allégations, 250 caméras saisies. Rosie O'Donnell, voisine, a dénoncé publiquement ses mauvais traitements, humiliations, comparaison avec Weinstein, alimentant l'opinion publique et risquant d'influencer les jurés. Alors que le procès se poursuit, la bataille juridique s'articule autour de la présentation des vidéos clés et de la gestion de la réputation de Diddy et de son entourage. Les enjeux dépassent l'individu, ils interrogent la responsabilité,
le pouvoir des célébrités et la solidité du système judiciaire face au scandale de l'ère numérique.